Merci au groupe ENI, en tout cas dont je fais partie d'ailleurs, donc je suis parti, de nous accueillir et d'organiser ces Zenith Talks. Pour rappel, ces Zenith Talks, ce sont avant tout des événements où on va parler terre à terre, c'est-à-dire qu'on a des thématiques générales. Aujourd'hui, on va vous parler de la data avec une mission, c'est de vous donner les clés pour réussir à transformer votre data. Alors ici, on ose imaginer la transformer en or, mais c'est surtout pour vous montrer, en tout cas on va tenter de vous démontrer la puissance de la data, de ce que l'on peut en faire et les méthodologies, les step by step que vous allez pouvoir mettre en place dans une entreprise, dans une organisation pour pouvoir transformer cette data en or, en tout cas en or numérique. Pour cela, nous avons trois intervenants. Nous avons fait appel à trois intervenants. Donc, tout d'abord, Guillaume Sopin, qui est CTO de Vertigo. Guillaume, si tu veux te présenter. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, merci au groupe ENI de nous inviter pour ce 5e talk. Ça fait plaisir. Donc, moi, je suis Guillaume Sopin. Je suis le directeur technique de Vertigo et j'ai une formation d'ingénieur et de docteur. J'ai travaillé une petite dizaine d'années au commissariat à l'énergie atomique sur l'écriture de solveurs physiques. Et après cette expérience de 10 ans, j'ai rejoint le monde de la donnée des startups où j'ai travaillé pour le monitoring des énergies renouvelables, par exemple, depuis 5 ans, donc chez Vertigo, qui est un éditeur de logiciels et qui fait une plateforme d'aide à la décision basée sur l'exploitation des données. Voilà. Merci Guillaume d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous avons invité également Marie Vogoyo, qui fait partie de l'entreprise MStat et donc qui a accepté également notre invitation. Bonjour. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être présente. Donc moi, je suis effectivement Marie Vogoyo, je suis indépendante, analyste de données indépendante et accompagnatrice à la formation. Et en particulier au langage R, qui est un langage open source par et pour les statisticiens et statisticiennes. Et j'ai eu le plaisir d'écrire un livre aussi sur ce langage. Merci Marie. Et troisième intervenant, Eric Allard. Alors qu'on a invité pour son passé d'ancien sportif olympique, la petite anecdote veut qu'il a rejoint l'ENI récemment. Donc, merci Eric également de vouloir partager en tout cas ton expérience là-dessus. Merci de m'avoir invité dans mon entreprise. Et donc, c'est ça, j'ai un ancien sportif olympique. J'ai fait 5 fois les JO en tant qu'athlète et coach dans un sport typiquement nantais, le bobsleigh. Et voilà, le sport est de plus en plus consommateur de data. Et nous, on essaye vraiment de le transformer en or quand on est dans le monde du sport. Les fameuses millisecondes de gagner. On va découvrir ça tout à l'heure. Merci en tout cas à tous les trois de nous avoir accueillis. Alors, 3 styles, 3 ambiances. On a effectivement le sport, la data dans le sport, la data dans la science, avec Marie, et la data dans l'industrie. Donc, 3 visions de ce que l'on peut faire de la data, comment on peut transformer cette data. Alors, on a essayé d'organiser cela en 4 grandes parties. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, non, je plaisante. La première partie, c'est d'abord de quoi on parle. Qu'est-ce que la data? Qu'est-ce que englobe le terme data? Ça nous a paru important de bien définir ce terme-là. La deuxième partie, on va aller vers qu'est-ce que l'on peut faire de cette data, jusqu'où on peut aller. La troisième partie sera plus la partie sur une fois qu'on sait où on veut aller à peu près, comment on y va. Donc là, on va parler outillage, on va parler effectivement des premières étapes pour mettre en mouvement un petit peu cette transformation de cette data. Et puis, une partie qui nous paraissait indispensable, c'est que l'exploitation de la data a des limites. Quelles sont-elles? Jusqu'où on peut aller? Et puis, quelle perspective on peut avoir pour dépasser ces limites dans l'avenir. On va finir évidemment par une conclusion, et puis ensuite on aura un échange d'une 30aine de minutes sur des questions-réponses que vous pouvez poser tout au long de cette ENI Talks, de cette 5e ENI Talks. C'est parti pour la première partie avec la définition de la data. Donc ce qu'on a tendance à appeler data, moi ce que j'ai envie de savoir, et je pense que tous nos spectateurs ici présents ont envie de savoir, c'est de quoi on parle quand on parle de data. Du coup, quand on parle de data, généralement, on a tendance à confondre la data avec la mesure. En fait, la mesure, c'est une valeur,
c'est une caractéristique. La data, c'est tout ce qui est aussi autour de la mesure, dans quelles circonstances on l'a prise, sur qui, pourquoi, et tout ça, c'est important de le garder en tête. Ouais, effectivement, nous, dans l'aspect un peu plus industriel, ce que nous on vient collecter pour être concret là-dessus, c'est on a des informations qui vont être qualitatives, c'est-à-dire qu'on va récupérer des volumes de véhicules, des volumes de vente, des quantités de produits, etc. Et à ça, généralement, c'est des données qui sont horodatées, donc on va avoir une évolution dans le temps, donc ça va être une série temporelle. Et en parallèle de ça, on va avoir une série de données qui vont être des données caractéristiques, qui vont venir caractériser des produits, caractériser des magasins, caractériser des véhicules, etc. Et c'est en liant les deux qu'on va pouvoir faire émerger de la valeur. D'accord, ok, très bien. Et dans le sport, la data, qu'est-ce qu'on appelle En fait, c'est tout ce qu'on utilise pour mesurer la performance. Et ce qu'il y a bien dans le monde du sport, c'est qu'on peut s'identifier peut-être plus facilement que dans d'autres domaines. Puisque si vous faites du vélo, la plupart des cyclistes maintenant ont un cardiofréquencemètre, ont un capteur de puissance ou de vitesse, donc ils peuvent se comparer à ce qu'ils voient à la télé. Si on fait un marathon, on peut savoir c'est quoi le record du monde du marathon. Donc c'est vrai que c'est un peu plus parlant dans le sport, je pense, que dans d'autres domaines, parce qu'on pratique tous à un moment ou à un autre un sport. Et on a toutes ces datas. Alors dans le monde professionnel, on va un peu plus loin dans l'analyse et dans les moyens qu'on met pour récolter ces datas. Et je rejoins Marie tout à fait. C'est dans quelle mesure on les a fait, pourquoi, comment, à qui, et c'est ça qui est important en fait, aussi dans le sport, dans la collecte de data. D'accord. Donc on parle souvent de données brutes, de données traitées, data raw, etc. Qu'est-ce qu'on peut c'est quoi la différence déjà entre une donnée brute, une donnée qui commence à être traitée, et comment on passe peut-être de l'une à l'autre? Ouais, effectivement, enfin, nous en tout cas, on caractérise un peu 3 degrés de qualité de données, enfin, en tout cas 3 types peut-être de défauts. Premier problème, c'est la donnée manquante, c'est-à-dire qu'on n'a pas la donnée parce qu'elle n'a pas été mesurée, parce qu'elle a été perdue, parce que c'est une période trop ancienne, on n'était pas équipé à ce moment-là. Donc, c'est le cas finalement assez simple, la donnée n'est pas là. Deuxième cas, on va avoir une donnée qui va être présente mais qui va être erronée, typiquement, et donc qui va être aberrante. Du coup, on va pouvoir identifier assez facilement. Par exemple, typiquement, ça va être une température. Si on est en dessous des zéros absolus, si on a la température au cœur du soleil, on sait que c'est pas des bonnes mesures de température. Donc celles-là, c'est des données qu'on peut pouvoir évincer facilement, qui basculeront du domaine du RAW au domaine des données un peu plus qualifiées. On va les écarter. Et troisième type de données, là, c'est celles qui sont erronées. Donc ça veut dire que ça va être des petites, si je prends l'exemple de la température, c'est des variations qui vont pas être faciles à détecter par rapport à une valeur normale, mais on va avoir des petites variations, et ça, pour détecter que cette donnée-là est aberrante, on va la comparer à d'autres sources de données. Par exemple, si on est sur du monitoring d'énergie renouvelable, par exemple, en comparant la température, la pression et la vitesse du vent, on va pouvoir détecter que la mesure de température, par exemple, est incohérente par rapport au reste. À l'œil nu, on le verrait pas, mais en couplant toutes les données, on va faire émerger justement ce défaut-là et pouvoir passer une donnée pro à une donnée qui sera propre, quoi. D'accord, donc ça veut les valeurs un peu incohérentes, les valeurs manquantes, et puis après voilà, et erronées qui sont à l'œil nu, on pourrait penser que c'est correct, mais en globalisant l'année, on se rend compte. D'accord, très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette réponse? Non, globalement, en tout cas en scientifique, dans le domaine des sciences, généralement on appelle ça l'analyse descriptive. C'est une étape qui nous permet vraiment de vérifier nos données et de voir ce qu'on a mesuré, et entre autres d'extraire et de pouvoir détecter toutes les erreurs. Donc, à partir du moment où on va commencer à devoir analyser des données ou virtualiser, etc., ou pouvoir commencer à exploiter les données, il y a cette première étape de nettoyage de ces données. C'est à peu près ça, si je peux résumer. Passer des données brutes qui sont un peu parfois sensibles aux capteurs qu'on peut, alors capteurs dans tous les sens du terme. À l'humain, au capteur, à l'erreur, etc. à l'effacement. Donc, on nettoie ces données avant même de commencer à pouvoir les traiter. On sélectionne déjà. Si je prends l'exemple du bobsleigh, pendant longtemps, il était interdit d'avoir un appareil électronique à bord. Et après, c'est devenu une obligation. Il y a eu un partenariat avec une firme qui a mis un capteur qui nous donnait la vitesse instantanée, les jets ressentis, l'inclinaison dans les virages, tout ça. Et ce sont des données, on n'a pas beaucoup de recul dessus. Et donc, on va avoir des descentes, on va avoir des données d'inclinaison dans les virages. Mais si dans le monde du sport et du bobsleigh, dans ce cas-là, on n'a pas de cohérence entre l'inclinaison et la vitesse, eh bien, c'est pas une donnée qu'on va traiter. En fait, on la reçoit, mais la première étape, on va pas la traiter, on va la désélectionner et on va s'occuper des données qui vraiment demain peuvent nous permettre d'améliorer la performance. Et puis après, c'est comment on les analyse en termes de G, en termes d'accélération, de vitesse instantanée. Mais on a tout un tas de données. En fait, la première étape pour nous, c'est on sélectionne vraiment ce qui peut nous être utile demain pour améliorer la performance.
D'accord, mais alors du coup, comment on peut distinguer les données valables et les données superflues? Est-ce qu'il y a des méthodes pour ça? Est-ce que Et généralement, on s'appuie beaucoup sur les connaissances des experts. Les personnes qui travaillent déjà sur les données, elles savent ce qui est exploitable ou non exploitable. C'est généralement le cas dans le sport, mais c'est le cas dans la science et dans tout ce qui est l'industrie technique. Forcément, les personnes qui travaillent sur les machines, elles savent très bien s'il y a une valeur qui est hyper importante, qui va prédire une panne, c'est facile de l'utiliser. Si par contre, il y a plein de valeurs qui servent selon à rien, peut-être que c'est des valeurs qui peuvent être testées après coup. Généralement, on s'appuie beaucoup sur les mains. Donc, sur la partie data science, en tout cas, la première étape, on va dire, c'est le nettoyage de ces données et on va s'appuyer sur l'expertise métier pour faire ça. On ne prend pas les données, on les met chez les experts de la data et puis on les laisse travailler, si je comprends bien. Nous, sur cette partie-là, on se base énormément sur effectivement l'expertise des clients pour lesquels on travaille, mais on s'autorise une petite liberté quand même, parce que on peut avoir des clients qui vont être biaisés par les pratiques qui sont eues pendant des années, etc. Et je vais faire un exemple, par exemple, récemment sur un client pour lequel on avait intégré des données météo, et on avait la température et aussi l'indice de clarté du ciel, ce qui peut paraître un peu, ça donne une idée sur des nuages, grosso modo. Et on aurait pu écarter cette donnée au départ en disant que c'était finalement trop fin et dans le type d'analyse qu'on voulait faire, c'était pour prédire des ventes. C'était peut-être en fait trop fin. En fait, il s'est avéré, grâce aux algorithmes qu'on a utilisés, qu'il y avait un lien, en fait, quand il fait chaud et le ciel est dégagé, on n'a pas le même comportement que quand il fait chaud, la même température, mais que le ciel n'est pas dégagé. Là, typiquement, c'est pour la vente de sushis. Et les gens mangent plus de sushis, en tout cas en Espagne, s'il fait chaud et que le ciel est couvert. Si le ciel est dégagé, je pense que c'est tellement accablant comme température, il y a moins de ventes. Et ça se retrouve. Et si on avait demandé à un expert, je ne sais pas s'il nous l'aurait dit, parce que c'est assez fin, quand même. Ouais. Ce genre de choses qu'on peut faire apparaître avec la pose algo. Est-ce qu'il y a, merci pour cette précision, ça me donne envie de sushi, mais est-ce qu'on peut catégoriser certaines data? Est-ce qu'il y a différentes catégories de data? Est-ce qu'on a plusieurs manières d'aborder la data? En fait, en fonction de la nature de la donnée. Globalement, on distingue les données qui sont quantitatives, donc tout ce qui est données chiffrées. Après, il y a plein de catégories de données quantitatives. Les données qualitatives, qui sont plutôt des caractéristiques du sujet, de l'individu. Et puis après, il y a tout ce qui est série temporelle et données géographiques, qui sont des données qui viennent se rajouter aussi. OK. En sport, pareil, on a ces capacités-là. Si on regarde par exemple les volleyeurs, les basketteurs, il y a plutôt une tendance à avoir des grands gabarits, même si ça enlève pas les exceptions dont on a pu parler, hein, des joueurs plus petits qui arrivent quand même à performer, ou suivant les postes. On le voit aujourd'hui, toutes ces données-là permettent une adaptabilité, une individualisation de l'entraînement, du poste, etc. Et donc, elles nous servent par rapport à ça. On a des références qui nous servent à dire, tiens, celui-là, il va plutôt aller là ou là. Et je pense que dans l'industrie, il y a aussi ce type de schémas qui permettent d'aider à prévoir un peu ce qui est passé. Ça ne veut pas dire que ça va forcément se faire, mais qui permettent d'aller dans certaines directions plus rapidement. D'accord. Donc, en fonction des besoins qu'on a de la data, finalement, on se rend compte que, des besoins de ce que l'on veut faire de la data, on se rend compte que qu'on soit dans le monde industriel, sportif ou scientifique, on a les mêmes méthodes, finalement, les mêmes premières, en tout cas, méthodes de nettoyage de données avec effectivement des choses qui sont sensiblement identiques, quelle que soit la data, avant même de parler de ce que l'on doit en faire. J'aimerais bien qu'on parle maintenant de ce que l'on peut en faire de cette data, jusqu'où on peut aller et en quoi. Alors, j'ai 1000 questions à vous poser, je pourrais pas toutes les poser bien entendu, mais en quoi les données générées et stockées dans les entreprises peuvent être utiles à ses clients ou à ceux qui en demandent, à ses décisionnaires, etc. Nous, en fait, l'approche qu'on a, c'est assez itératif. Déjà, on commence par simplement visualiser la donnée. C'est vraiment l'étape de base. Enfin, une fois qu'elle a été nettoyée, on la regarde et on peut voir si à l'œil nu on voit des corrélations, etc. Ensuite, généralement, on va passer dans une phase de modélisation. Donc là, c'est-à-dire qu'à partir des données, on va essayer d'apprendre et d'entraîner un modèle qui va pouvoir prédire des choses. Et du coup,
ce modèle-là, ça va apporter une première chose qui va être l'explicabilité. C'est-à-dire qu'en fonction du modèle, on va être capable d'expliquer, un peu comme je disais tout à l'heure, un comportement, de voir les liens entre une entrée et une sortie, entre une quantité de vente et une température, entre une crise d'épilepsie, ce qui a pu se passer au niveau du rythme cardiaque avant, etc. Donc, explicatif. Voilà, c'est explicatif le modèle. Et ce modèle-là, en fait, une fois qu'on l'a et qu'on l'utilise pour l'explication, on peut finalement aussi faire jouer les variables d'entrée et finalement le transformer en un modèle prédictif. C'est-à-dire que prédictif et pour faire des scénarios. C'est-à-dire, on peut se mettre dans un cas qu'on n'a pas encore observé, mais faire jouer le paramètre et se dire, tiens, si je augmentais une mécanique de promotion, si je changeais mon rythme cardiaque, etc., qu'est-ce qui se passerait? Donc ça permet de générer un ensemble de scénarios et du coup d'explorer des possibilités, faire ce qu'on appelle un peu du what if. Et après, la couche encore additionnelle qu'on peut ajouter là-dessus, c'est qu'une fois qu'on a cette capacité de générer des scénarios différents, on va pouvoir retenir celui qui nous intéresse le plus. Et du coup, on va pouvoir optimiser une décision en disant, OK, j'ai toute cette batterie de choix possibles. Finalement, je vais fixer une stratégie avec un objectif que je vais chiffrer, un objectif de chiffre d'affaires, de marge, de performance, etc., ou un objectif médical. Et en fonction de ça, je vais laisser un autre algorithme décider parmi tous ces scénarios lequel est celui qui serait le plus performant et qui m'apporterait le plus de valeur. Donc, explicatif, prédictif, décisionnel et autodécisionnel. Ouais, c'est à peu près ça, effectivement. Ouais. D'accord. Nous, on l'aborde. D'accord. Est-ce que dans la science ou dans le sport, c'est à peu près la même approche de ce qu'on peut en faire? Alors, du coup, dans la science, généralement, quand on récolte la data, c'est déjà qu'on a une idée et on récolte ce qu'on veut mesurer. Donc, forcément, il y a une différence par rapport à tout ce qui se retrouve en technique sur les données qui sont enregistrées par défaut. La science, c'est pas tout à fait le cas. Généralement, tu enregistres les données que tu as une idée déjà derrière. Après, évidemment, on a le même genre de système, on a de l'explicatif, du prédictif et du décisionnel qui interviennent. Et du coup, c'est juste une petite différence tout début. Est-ce qu'il faut forcément une quantité astronomique de data pour réussir à faire ce qu'on veut faire? Pour moi, non. Pour moi, non. Ça dépend. En fait, il ne faut pas que la data masque le véritable enjeu de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que pour moi, à chaque niveau d'expérience correspond à un niveau de data. Si demain, Olivier, tu commences le bobsleigh, tu t'en fiches un peu de savoir quelle est ton angulation, combien de G, tout ça. La première chose que tu vas essayer, c'est d'arriver en bas sur les patates, sans tomber. Et au fur et à mesure où tu vas avoir de l'expérience, tu vas commencer à te dire, bah tiens, j'étais à tant de km/h, j'ai fait tel temps. Et plus tu vas aller à haut niveau, plus tu pourras avoir des data qui correspondent à ton niveau, toi, de capacité d'intégrer ces données. Et te donner des données trop tôt, trop complexes, fera que tu ne pourras pas arriver à les ingérer. Et c'est exactement pareil dans une entreprise. Quand tu commences à monter ton entreprise et à la développer, quand tu es tout seul, tu es auto-entrepreneur ou libéral, bah, tu n'as peut-être pas besoin de beaucoup de données, c'est juste passif, actif. Et puis au fur et à mesure, tu vas mettre en place des choses, tu vas mettre des campagnes marketing, communication, et tu vas avoir beaucoup de données qui vont te permettre d'aller plus loin. Il faut vraiment respecter ce schéma de plus je grandis, plus je peux peut-être avoir de la donnée qui va m'aider à grandir encore plus, mais pas la prendre trop tôt au risque que ça encombre le cerveau et que ça fasse oublier ce qui est vraiment important pour ta progression. Et est-ce que dans le sport, on est dans les mêmes étapes, c'est-à-dire l'explicatif, on explique son temps, ses performances, ensuite prédictif, c'est-à-dire qu'on peut prévoir en fonction de tel et tel événement une performance, et puis peut-être décisionnel derrière pour décider de changer de patin, de changer de bobsleigher. C'est exactement ça. C'est aujourd'hui, on va te dire, bah, tu testes 2 trajectoires, et puis voilà, je t'explique pourquoi ce temps-là il est moins bon que l'autre. Parce que tu as fait ça dans ta trajectoire. Si tu passes ça, tu vas faire ça comme temps final. Et puis, ça peut prévoir ça. Et puis, on va pouvoir décider quel type de patin ou quel pousseur tu prends avec toi pour ta compétition. D'accord. Et alors, dans la science, est-ce qu'on a également cette capacité à ne pas forcément utiliser un énorme panel de data pour avoir des résultats quand même probants? Alors, bien sûr, mais il faut toujours un nombre minimal de data. C'est généralement dans la science, on aime bien accumuler mais avoir beaucoup de data, mais en fait, c'est les limites hautes qui vont intervenir. C'est des limites de stockage, c'est des limites de temps, c'est des limites de finances, très souvent qui vont limiter le nombre maximum, mais il y a un nombre minimal à quand même atteindre pour pouvoir justement prédire, généraliser l'expérience. C'est nécessaire. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, l'exploitation de cette data peut me faire économiser quelque part, si je suis chef d'entreprise ou en tout cas exploitant en tout cas d'une quantité de data, voilà. Et est-ce que ça peut me faire gagner du temps ou de l'argent d'exploiter ces data? Et en quoi pour le faire?
Très simplement, en science, ça nous évite de reproduire des expériences déjà réalisées et de reprouver à chaque fois l'initiale. C'est quand même important de partir de l'acquis. Donc, capitaliser sur les expériences qui sont réalisées. Ok. Ouais, effectivement. Ouais, ça me fait, quand je travaillais au CEA, effectivement, on avait aussi le même genre d'approche scientifique. Enfin, à l'époque, c'était sur les essais nucléaires, mais le fait d'avoir un modèle, ça évite de refaire des essais nucléaires qui sont extrêmement coûteux. Et du coup, forcément, là, il y a un gain. Et dans l'industrie, évidemment, enfin, nous, les clients qui viennent nous voir, c'est parce qu'il y a un gain. Déjà, généralement, un gain opérationnel, parce qu'on va être plus rapide à faire ce traitement de données que serait un humain. Généralement, quand on arrive, il y a des gens qui font déjà ça, mais c'est fait avec des fichiers Excel. Ils passent leur temps à cruncher les données. Le fait de traiter la donnée un peu plus intelligemment, ça permet à ces personnes de se focaliser sur des décisions un peu plus stratégiques et de pas avoir cette charge mentale de gérer des données, voilà, ce qui est plutôt une machine. Donc, il y a ce gain opérationnel, on va être plus rapide à sortir les résultats. Et après, on va être aussi plus efficace dans cette recherche d'objectifs et dans la phase décisionnelle pour venir optimiser, voilà, un gain, une marge, etc. Donc, on a ce double gain opérationnel et puis aussi en termes de résultats. D'accord. Je pense que on l'a compris, l'intelligence artificielle a bouleversé l'exploitation des data. En quoi, dans votre métier, vous, dans vos travaux, ça a pu bouleverser cette exploitation? Oui. Alors, moi, pas encore, parce que le bobsleigh, c'est pas le sport le plus médiatique. Et pour mettre en place toutes ces techniques, il faut beaucoup de moyens. Donc, étant pas médiatique, on n'a pas beaucoup de moyens. Je suppose qu'aujourd'hui, dans des sports professionnels américains, par exemple, on a cette IA qui commence à rentrer dans les schémas prédictifs de jeu en disant dans les quarts temps, dans les mi-temps, eh bien, telle équipe, elle a joué comme ça. Donc, l'IA aide à faire des schémas tactiques pour le quart temps ou le tiers temps ou la mi-temps d'après. Mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. Ça coûte beaucoup d'argent en termes de ressources matérielles et humaines. Et le bobsleigh, aujourd'hui, ne gagne pas énormément d'argent. Donc, on reste quand même au papier-crayon. On met un petit peu de computer, de data, tout ça, mais c'est pas au niveau des sports professionnels. Donc, effectivement, ce sera un sujet qu'on va aborder dans les limites de l'exploitation de l'IA, parce qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Est-ce que l'IA a bouleversé, vos métiers en tant que data scientist? Non, scientifique, non, pas trop. Mais du coup, je connais mieux un exemple d'IA dans le sport. Alors, c'est rigolo, mais du coup, il y a une nouvelle machine pour aider les personnes qui ont du mal, enfin, qui ont des difficultés techniques, psychologiques, à grimper sur un mur. Il les assiste tout au long de la grimpe. Et en fait, c'est de l'IA qui est derrière et qui permet d'anticiper et d'accompagner la personne là où elle a vraiment besoin. C'est très drôle, il faut que moi je connaisse un exemple d'IA de sport, mais par contre en scientifique réellement, j'ai pas vu de grosse évolution. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce que peut apporter l'IA dans l'exploitation de la data? Est-ce que c'est la rapidité de traitement et d'apprentissage pour pouvoir rendre un résultat prédictif peut-être, ou bien tout moins explicatif? Est-ce que ça aide dans la visualisation? Qu'est-ce que ça peut faire finalement? Qu'est-ce qu'un réseau neuronal peut faire d'une quantité de data à votre disposition? Ouais, sur la partie IA, sur la question précédente, juste sur l'aspect l'évolution, ce que ça a pu apporter. Travaillant un peu là-dedans depuis le début de mes études, c'est progressif. Je dirais que l'IA, ça n'a pas tellement changé. Il y a toujours cet effet IA, c'est-à-dire qu'en fait, quand on connaît la technologie derrière, on voit plus d'intelligence. La seule intelligence, c'est les personnes qui ont développé l'algorithme, etc. Et je dirais que ce qui est plutôt le facteur déterminant, c'est plutôt la puissance de calcul et la facilité d'accès à la puissance de calcul. C'est plutôt les architectures cloud qui vont permettre d'accéder à des GPU, etc. Et à des clusters de calcul qui permettent de faire des traitements qu'on n'aurait pas pu faire il y a 15-20 ans. Et après, en termes d'algorithmie, etc., moi, je cite souvent Gauss quand il a prédit la trajectoire de Cérès, il a fait une méthode des moindres carrés. Grosso modo, on a un peu on fait un peu mieux et sur des volumes de données plus importants, mais il n'y a pas de saut conceptuel d'un point de vue mathématique. Ça c'est tout. Et ce que ça permet de faire, c'est effectivement le fait d'avoir cette capacité de calcul permet d'appliquer ces algorithmes à des volumes beaucoup plus importants. Et effectivement, ça permet d'entraîner des réseaux de neurones qui ont des milliards de paramètres, chose qu'on ne peut pas faire avant. Et avoir cette complexité-là, ça permet effectivement d'avoir cette intelligence, mais des modèles un réseau de neurones profonds. Ok. C'est tout ça. Est-ce que exploiter des données, c'est se confronter aussi à des défis éthiques par rapport à l'exploitation de ces données? Forcément, parce qu'à partir du moment où tu sélectionnes la donnée, la data, tu sélectionnes, tu fais des mesures sur des
individus, sur des paramètres, sur des données qui sont choisies par la personne. À partir du moment où on choisit, forcément, il y a une éthique derrière et il y a nécessairement un biais cognitif qui est qu'on ne choisit pas tous la même chose. Il y en a quand même. Est-ce qu'une data, du coup, pour prolonger la question, est-ce qu'une data est forcément objective? Moi, je dirais clairement non, mais ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend ce qu'on en fait. Dans le sport, il y a eu plein de dérives d'utilisation des datas, pas seulement matérielles, mais aussi humaines. Il y a une époque où une nageuse du bloc de l'Est était entre guillemets mise enceinte tant de temps avant la compétition importante parce qu'ils s'étaient rendu compte que elles avaient plus de force physique à certains moments de grossesse et c'était juste des grossesses pour être championne du monde ou championne olympique. Ben là, c'est une utilisation complètement falsifiée de la data, mais c'était de la data. Ils avaient collecté, ils avaient fait des études pour montrer qu'à ce niveau-là à ce moment-là de la grossesse, ben, c'est là où on avait le pic de forme parce que les hormones étaient sécrétées par rapport à une femme qui n'était pas enceinte et donc ils faisaient en sorte qu'elle soit enceinte à ce moment-là pour les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde. Donc oui, bah là, qu'est-ce qu'on peut dire que la data, oui, elle est pas bien utilisée, mais ça reste de la data. Effectivement, là, le défi éthique est de taille. J'espère avoir répondu à ta question. Complètement. Et donc, du coup, c'est quoi une donnée subjective par rapport à une donnée objective, ça? Vous avez des exemples pour étayer ça? Marie, c'est toi qui as dit non. C'est moi qui ai dit non, c'est vrai. Pourquoi c'est moi qui ai dit non? Parce qu'en fait, on a derrière cette idée que la data, c'est des maths et que les maths, en fait, on considère très, très physiquement, c'est carré et c'est répétable mais en fait, on oublie que si les formules, elles, sont généralisables et sont globalisables, très souvent, on ne va pas pouvoir intervenir sur l'intégralité de la population. On ne demande pas à tout le monde qu'est-ce qu'il va voter au présidentiel. On prend nécessairement un échantillon. Et à partir du moment où on fait un choix d'échantillon, où on a des personnes où on choisit des personnes pour répondre aux questions et on choisit une manière de poser les questions, on va nécessairement biaiser les réponses. D'accord. Donc, c'est pas forcément la data qui est objective, mais c'est la sélection de la data qui peut... Mais du coup, ça a un simple, en fait, comme la data, c'est la valeur plus tout ce qui est autour. En fait, c'est construit dans. Donc, peut-être que l'un des dangers de l'exploitation de la data serait de faire dire ce que l'on veut dire, finalement. C'est un des gros dangers. Ça peut aussi être un des très gros dangers de se dire que la donnée a raison parce que c'est la donnée. Et parce que, alors qu'on ne met rien derrière, je pense typiquement au cas de l'IA qui était utilisé dans les tribunal de justice aux États-Unis pour savoir s'il y avait un risque plus ou moins grand que la personne récidive. Et en fait, la manière dont ça a été codé faisait que toutes les personnes noires avaient un score très, 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 très fort et qu'elles avaient de très grandes chances de récidiver alors que les données étaient pas là, en fait. Ils avaient déjà biaisé l'échantillon qu'ils avaient utilisé. Donc, forcément. Comment on fait pour éviter cela, justement? Il faut construire des équipes qui sont déjà pluridisciplinaires et des équipes qui sont le plus diversifiées possible parce comme on a tous des biais cognitifs par rapport à notre vécu, par rapport à la manière dont on ressent les choses, et plus il y a de personnes qui ressentent de manière différente, plus on a de chance d'avoir quelque chose qui a le moins de biais possible. Après, on aura toujours des biais. On dit aussi sur l'IA, puisque aujourd'hui, comme disait Guillaume, l'intelligence, c'est ceux qui ont codé l'IA, et ChatGPT qui est plutôt américain, par rapport à du Mistral qui est plutôt français, il y a peut-être une manière de coder différente et c'est ce qu'on dit. Ne posez pas une question qu'à ChatGPT, mais allez voir Claude, allez voir Mistral, allez voir d'autres intelligences artificielles et c'est tout ça qui va vous permettre de faire une réponse qui correspond vraiment à ce que vous cherchez et non pas avec un biais qui serait peut-être caché mais qui serait bien présent. Je sais pas, juste pour rajouter, il y a Daniel Kahneman qui est mort il y a quelques semaines, qui a eu le prix Nobel d'économie et qui a pas mal réfléchi à ces questions-là et qui a un bouquin qui s'appelle Système 1, Système 2 où il explique la façon dont fonctionne grosso modo le cerveau. Et justement sur cette question du choix des données, lui il dit qu'il faut se méfier effectivement des experts parce qu'ils ont une vue trop étroite et c'est là qu'effectivement avoir des équipes pluridisciplinaires c'est intéressant parce que souvent l'expert va définir un objectif. Par exemple, je sais pas, dans le domaine de la santé, on va réfléchir au nombre de personnes qu'on sauve, mais on pourrait réfléchir au nombre d'années de vie plutôt qu'au nombre de personnes. Est-ce qu'il faut mieux sauver une personne qui vivent pendant 30 ans? Est-ce qu'on sauve plein de personnes mais qui ont plus que 2 ans à vivre? Il y a toutes ces questions-là et généralement, c'est un expert qui tranche.
Et c'est bien justement dans ces cas-là d'avoir peut-être aussi des citoyens et d'autres personnes pluridisciplinaires, comme disait Marie, pour avoir pour pas avoir une vue trop étroite, quoi, et du coup tomber dans un biais. Finalement, retrouver l'équilibre que recherche la nature, quoi qu'il arrive, pour exploiter sa data, soyons nous-mêmes le plus exhaustif possible. Ok, très bien. On va passer à la partie suivante. Là, on a vu un petit peu ce que l'on pouvait faire, dans quel but on pouvait exploiter sa data. Maintenant, comment on fait? Moi, j'ai une entreprise avec un ERP. Je sais pas combien de ventes je vais faire l'année prochaine. J'aimerais bien savoir par rapport à. J'ai 10 années d'historique dans mon ERP. Monsieur l'expert, comment je fais? Je commence par quoi? Effectivement, on va parler de la qualité des données. Déjà, il faut s'assurer que les données sont là, qu'elles sont bien cohérentes. Généralement, quand il y a une historique de 10 ans, c'est rare que nos clients regardent les mêmes systèmes sur 10 ans. C'est pas le même outil, voilà, c'est pas le même outil, donc il faut refusionner, remettre en cohérence tout ça, s'assurer que les identifiants des produits, on a une traçabilité sur ces produits-là. Enfin, effectivement, il y a toute cette mise, passer des données brutes aux données propres. Et après, on va passer un peu dans les étapes que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va déjà peut-être basculer d'une base de données un peu statique à une base de données type data lake, etc., qui va permettre de faire de l'analyse dessus, de la BI de manière un peu plus souple, qui était des volumes un peu plus importants. Donc, on va prendre la donnée, on va la traiter et on va la mettre dans un data lake. Ouais, généralement. Pour commencer à. Ouais, c'est ça. On va, dans la phase de nettoyage, on va nettoyer, restructurer, rendre ça plus cohérent, plus facilement ingérable par de la BI, par exemple. Et après aussi par des algorithmes de machine learning, d'intelligence artificielle. Et voilà. Et après, une fois qu'on a ça, on peut commencer à brancher des algos dessus qui vont venir modéliser, traiter un problème, etc. D'accord. Est-ce que dans le monde de la science et du sport, on est dans les mêmes premières étapes? Oui, il faut s'assurer que les données qu'on a, si on a beaucoup de données, dans le sport, c'est vrai que les statistiques sont entrées depuis longtemps, il faut s'assurer qu'elles correspondent au jeu d'aujourd'hui. Si on pense au rugby, par exemple, jusqu'au milieu des années 90, on avait le droit de remplacer que s'il y avait quelqu'un qui était blessé. Aujourd'hui, ça fait partie du coaching de remplacer des joueurs. Donc, on ne peut pas comparer ce qui se passait dans les années 80 avec ce qui se passe aujourd'hui. Pareil, en biathlon, récemment, on a eu des courses où tout le monde part en même temps, où ils sont en même temps, et cet aspect psychologique sur le pas de tir, quand il faut faire descendre les cibles et tout ça, il est différent d'avant où chacun partait à son tour, et puis on était un peu tout seul sur la piste. Donc, la première chose, je rejoins Guillaume, c'est s'assurer que l'historique de données qu'on a correspond bien à ce qu'on va chercher aujourd'hui. Et pas juste se dire, on a 20 ans de données, c'est super, on analyse tout ça, puis on en fait aujourd'hui, parce que le monde change vite, ça a peut-être changé, et c'est peut-être plus ces données-là d'il y a 20 ans qui sont aujourd'hui pertinentes pour ce qu'on recherche. Donc, on revient aux données objectives. Exactement. Effectivement, ok. Prendre un bon panel de données et le faire exploiter par des visions peut-être équilibrées. Ok, Dima. Oui, globalement, dans la science, c'est un peu pareil. Il faut que le protocole d'expérimentation soit similaire, parce que s'il y a des trop grosses différences, forcément, on ne peut pas comparer les données entre elles. Donc, il y a peu d'intérêt à pouler tout en même temps en espérant que l'algorithme nous trouve une solution magique. D'accord. Est-ce qu'il y a des outils, on va dire, qui font référence dans l'exploitation de la data? On parlait tout à l'heure de mettre en place un data lake. Est-ce que c'est forcément dans un AWS, dans un cloud, est-ce qu'il y a des bases de données type ou des langages utilisés pour exploiter ces data? Globalement, je pense que le stockage, c'est très varié. Ça dépend beaucoup plus du domaine que réellement de la qualité de la data, de la data en elle-même. Après, les langages d'exploitation, il y a des très grands langages comme Python, qui est un langage très utilisé, qui est un langage très généraliste et qui permet de mettre facilement en place des workflows et de traiter la donnée à grande échelle. Il y a des langages plus spécifiques comme R qui permettent de faire vraiment de l'analyse de données spécifiques et des stats très pointus. Il y a plein de langages qui permettent de faire de la représentation de données, tout ce qui est observable, React.js, qui permettent de faire plus de la représentation, parce que bien sûr, à un moment donné, le but de la donnée, c'est quand même de la rendre accessible à l'humain. Et si on la visualise pas, si on la rend pas humainement compréhensible, ça sert à rien à garder. D'accord. Donc, on a un langage pour traiter les données. On a des environnements, des infras, en tout cas, pour stocker cette donnée. Et ensuite, on va venir exploiter la donnée en business intelligence, par exemple. Est-ce que là, dans cette
visualisation dont tu parlais, Marie, est-ce qu'il y a des outils qui font référence aussi, ou ça dépend encore de la taille de la data, de l'applicatif de la data? Ouais, enfin, nous, sur cette partie-là, c'est pareil. Enfin, je rejoins Marie sur l'aspect stockage et visualisation. Chaque gros environnement, AWS, Azure, GCP, proposent leur propre base de données type data lake qui sont assez efficaces. Et sur la visualisation, généralement, ils ont aussi leurs outils qui se branchent assez bien dessus. Après, il y a quelques outils qui sont indépendants de ces grands éditeurs-là qui fonctionnent aussi très bien. Je dirais que là-dessus, il n'y a pas de blocage particulier. Après, sur les langages que citait Marie sont effectivement, ils ont tous, enfin, le R et le Python, un écosystème assez développé sur tout ce qui est machine learning, traitement de données, etc. Après, d'un point de vue, on en parlera peut-être après, d'un point de vue énergétique, consommation, enfin, temps de calcul, etc. C'est pas forcément les plus performants. Il commence à y avoir des langages comme le Go, par exemple, qui permettent de faire ça de manière un peu plus efficace, mais avec un écosystème qui est quand même beaucoup moins large sur les algorithmes accessibles, en tout cas de machine learning. D'accord. Alors, moi qui suis toujours ce chef d'entreprise qui voudrait bien savoir combien je vais vendre l'année prochaine avec mon ERP et ma data, du coup, est-ce qu'il vaut mieux que j'embauche des talents, en tout cas des data scientists, ou bien il existe des structures qui peuvent m'accompagner et en tout cas me guider? Parce que de ce que je comprends, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup d'infra, il y a beaucoup d'outils de visualisation, etc., beaucoup de langages, par quoi je commence, où, qui, quoi, comment. Est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à me faire accompagner? Ouais, nous, effectivement. Alors, cette question est dénuée de tout message. Attention. C'est possible de repartir de zéro, mais effectivement, dans un objectif d'efficacité, c'est quand même plus efficace de repartir sur des solutions de la même façon que nous, chez Vertigo, pour pour gérer notre comptabilité. On va utiliser maintenant des outils SaaS qui gèrent la comptabilité de manière très bien. On pourrait redévelopper nous-mêmes notre propre gestion de comptabilité, etc. Mais on gagne quand même beaucoup de temps à utiliser un outil existant. Pas réinventer. Voilà, c'est ça. Et sur ces problématiques-là, enfin, à minima, on peut essayer de le faire en interne. Ça, il y a des sociétés qui arrivent. Mais si on part vraiment de zéro, ça vaut le coup de se faire accompagner parce qu'effectivement, l'écosystème est tellement large, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de sujets sur lesquels démarrer. Ne serait-ce que pour identifier un sujet sur lequel la personne qui va nous conseiller sait qu'il y a déjà des retours, c'est intéressant pour savoir que c'est le bon. Et après, pour naviguer dans l'écosystème et trouver le bon outil, ça peut faire gagner du temps. L'avantage aussi de faire appel à un consultant extérieur, c'est comment ça élargit à pas juste ce qu'on se croit savoir dans l'entreprise des données et des ventes, mais aussi ça apporte un œil extérieur intéressant et puis généralement un dialogue qui s'instaure peut vraiment pousser plus loin la valorisation. Et est-ce qu'en étant accompagné, à un moment donné, est-ce que ça peut ne pas nous donner des idées même d'application ou en tout cas de visualisation que nous-mêmes, on n'aurait pas pensé pouvoir faire avec nos data? Oui, bien sûr. À partir du moment où une personne ne fait que ça tout le temps, elle voit plus de visualisation qu'une personne qui va être prise sur un poste et qui va rester toujours sur la même chose, présentée aux mêmes personnes de la même manière. Et des fois, ça fait bien quand même d'ouvrir un peu ses horizons. Donc là, ça rejoint peut-être le biais cognitif dont vous parliez tout à l'heure, où effectivement, on avait cette... voilà. Et toi, Eric, je sais que tu as exploité tes data et tu les as récoltées toi-même. Du coup, est-ce que tu peux nous faire part de cette... Est-ce que toi, tu as vécu des biais cognitifs, justement, dont on parle? J'ai essayé justement par la data de les enlever, ces biais cognitifs. J'ai codé en DBAS 3, pour ceux qui se rappellent, c'était il y a longtemps, sur des analyses de temps, des analyses de température de glace, de l'air, pour justement faire de la prédiction sur d'une année sur l'autre. La glace évoluait comme ça, donc l'année d'après, quand je reviens, je peux me dire pour mon week-end choisir tel type de matin. Après, ça s'est amélioré avec les outils, avec tout ça, mais aujourd'hui, dans le monde du sport, le data scientist est rare et le très bon data scientist est cher. Parce que aujourd'hui, il y a plein de manières de récolter la data. On le voit, il y a des GPS dans tous les maillots, des joueurs professionnels. Maintenant, les joueurs de rugby ont même des protège-dents connectés pour voir le niveau des chocs pour les commotions cérébrales et tout ça. Il y a pas que le côté sportif, il y a le côté médical. Mais par contre, c'est toute cette analyse de données qui est importante et qui va faire la différence. On peut avoir les mêmes datas, si vous arrivez à les traiter ou si vous n'y arrivez pas, ça fait la différence. Puis après, c'est ce qu'on disait, suivant l'expertise de chacun, tel entraîneur, il va vouloir que la data lui ressorte telle information et tel autre entraîneur, avec la même data, il va vouloir une autre information. Donc, on a toujours quand même ce besoin de communication entre la donnée brute et puis la donnée traitée, celui qui la traite et celui qui la reçoit.
Et c'est important de pas enlever ça. Ça humanise un petit peu la data parce que il faut savoir ce qu'on a envie d'aller chercher dans cette data. Donc, ça veut dire que la richesse de la data, en tout cas dans la transformation de la data, l'une des clés pour réussir cette transformation, c'est à la fois d'avoir une data de relative qualité et bien entendu d'avoir un data scientist ou en tout cas une équipe d'exploitation de cette data et de visualisation de cette data et de traitement de qualité aussi. L'un ne va pas sans l'autre. J'ai l'impression. Et j'ajouterais après, le data scientist n'est pas forcément indispensable. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelqu'un qui sache exactement ce qu'il veut. Ça, c'est souvent le problème qu'on voit, c'est que voilà, on apporte la donnée, elle est là, etc. Et après, se mettre d'accord sur finalement ce qu'on va en faire et quelle est la stratégie et qu'on faire. Et ça peut beaucoup varier sur l'interlocuteur avec lequel on discute. Et ça, c'est aussi important finalement d'avoir cette vision un peu business, de savoir, OK, est-ce que ce qui m'intéresse, c'est d'améliorer ma marge? Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est de satisfaire mes clients avec moins de rupture? Est-ce qu'au contraire, je veux être rupturiste? Est-ce que Donc, c'est déjà de répondre à ces questions. Ouais, voilà. Ça, c'est pas forcément, enfin, ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça. Ça aussi, c'est ça permet de repenser aussi la stratégie de son business de manière un peu plus globale à ce moment-là. Le fait d'avoir la donnée, ça permet de se rendre compte peut-être de manquements sur certaines activités, de points sur lesquels on était fort, etc. Ça aussi, c'est bien celui-là. Dans la science, c'est la même chose, j'imagine. Oui, un peu, évidemment. Après, en sachant que la plupart du temps, en science, les personnes qui récoltent la donnée ont déjà une thématique qui leur est précise, et donc ils récoltent les données sur des thématiques qu'ils connaissent déjà. Donc c'est un peu plus biaisé dans ce sens-là, je pense, mais c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup plus d'équipes qui travaillent sur les mêmes choses et qui interagissent et qui apprennent les études des uns des autres. D'accord. Et dans le sport, j'imagine que c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a effectivement envie de répondre à la question comment faire pour aller plus vite, c'est sûr, mais finalement, c'est comment on fait pour aller plus vite. C'est là où la qualité de la réflexion va être très importante et les questions qu'on va se poser. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le niveau d'expérience, par exemple, d'un pilote de bob. Est-ce que sur ce qui nous fait gagner un centième, ce qui fera gagner un centième au meilleur pilote mondial, est-ce que c'est important pour soi à son propre niveau? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui peut faire gagner plutôt de dixièmes? Parce que le niveau où on est, cette data-là, mais elle n'est pas importante. Elle n'est pas importante. Aujourd'hui, un réseau qui se montre qu'il y a un seul magasin en France et un réseau qui a 500 magasins, parce que c'est une franchise et tout ça, bah c'est pas, on fait pas la même chose de la data. Et c'est exactement ce qu'on disait dans l'entreprise scientifiquement parlant. Qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut en faire et à quoi elle va nous servir, suivant où on en est et suivant où on veut aller. Dans votre métier, on va passer, parce que on me fait signe que je commence à être en retard. On va passer donc à la quatrième, les limites de la data, l'IA. Quelles sont les limites? Alors, c'est une question, évidemment, on sait qu'il y a des limites techniques, mais moi, ce que j'aimerais bien que vous nous expliquiez, c'est quelles sont les limites dans cette exploitation, jusqu'où on peut aller. Moi, j'ai entendu dire expliquer des phénomènes, j'ai entendu dire prédire des phénomènes, j'ai même entendu dire prendre des décisions sur ces prédictions. Jusqu'où on va? Et est-ce qu'il y a une limite à tout ça? Pour moi, la limite dans le sport, ça serait que tout ce qui fait la beauté du sport ne soit plus là. Parce que ce qui fait la beauté du sport, c'est l'exploit humain, et que cette data et cette intelligence artificielle prennent le pas et que justement, on n'ait plus ce rapport humain. Alors, les plus grands champions nous montrent que finalement, ils vont au-delà de toutes les prédictions et ils arrivent encore à nous surprendre. Donc ça me rassure plutôt. Mais voilà, qu'on arrête de se dire, bah tiens, lui, on a prévu qu'il joue 42 minutes. À 42 minutes, je l'enlève, peu importe ce qu'il a pu faire avant. Donc voilà, moi, c'est ça qui me gênerait parce que j'ai baigné dans cette atmosphère sportive et ce qui me fait me lever de mon canapé ou dans un stade de mon siège, c'est justement l'exploit humain et pas un ordinateur ou une data qui me dit, bah ouais, il va marquer, quoi. S'il y a que de la prédiction et que tout est prédit, qu'on se rend compte que oui, ça se passe comme ça va enlever le facteur émotionnel qui me plaît tant, quoi. C'est dommage. Ouais, je rejoins Eric, c'est une discussion que j'ai eue aussi avec des collègues il y a quelques temps, parce que il y avait le semi-marathon de Nantes le week-end dernier. Et effectivement, moi, j'ai une montre connectée, on pourrait aussi analyser ce que je mange, etc. Et dans les montres connectées, maintenant, il y a un prédicteur. Donc, à la limite, moi, je peux m'entraîner jusqu'au point où le prédicteur me dit, tu vas courir le marathon en 1h50.
Finalement, si la prédiction est hyper fiable, bah, c'est plus la peine que je cours le marathon. Parce que, ma montre, elle a analysé mon état de santé, mon âge, mon poids, etc. Elle me dit que je vais le faire en 1h50. Je m'arrête pas. Vous montrez la montre au juge. Pourquoi pas? Enfin, c'est un peu comme, des analyses génétiques qui disent, suivant tes gènes et tout, tu vas te comporter de toute façon. On pourrait aller à cet extrême-là, quoi. Et je pourrais dire, effectivement, du coup, ça enlève, une part importante quand même de l'exercice, quoi. La mienne m'a dit ça aussi, l'1h50, mais je pense qu'elle est moins bonne qualité que Bon, et par contre, dans le nucléaire, c'est quand même un peu le plus important. Oui, bien sûr, là, effectivement, il faut être, Enfin, c'est bien les exploits humains dans le nucléaire pour éviter une catastrophe. On va saluer le héros. Mais, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des limites, finalement, techniques à tout ça à un moment donné? Est-ce que vous, parfois, dans votre expérience, vous vous êtes dit, là, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas dire. Les limites qu'on a, nous, généralement, c'est plutôt en termes il nous manque certaines données. Enfin, alors là, moi, à la base, j'ai plutôt fait de la physique, donc là, je suis un peu frustré dans ce que je fais actuellement parce qu'on a des mesures, finalement, un peu d'épiphénomènes, de comportement de client, de caractéristiques produits, etc. Mais on n'a pas le phénomène de départ, c'est-à-dire, voilà, tout ce qui est lié à l'humain, l'affluence des personnes, etc., qui va venir à quel moment, etc. On vient pas, en fait, grosso modo, tout ça pourrait être vu comme un système énergétique. On n'a pas les entrées énergétiques, la sortie, etc. Et du coup, ça, en fait, ça montre que nous, il nous manque des informations. Et souvent, on va pas au-delà d'un certain seuil de précision, etc., parce qu'on n'a pas ces informations pour l'instant. Peut-être qu'un jour on les aura, et je sais pas si on a envie de les avoir, de savoir qui, à quel endroit, à quel moment, etc. Mais souvent la limite qu'on a nous, c'est effectivement on a une imprédictibilité qui est due à l'absence de données. Ou la mauvaise donnée. Ou de la mauvaise donnée aussi, voilà. C'est généralement, mauvaise donnée, pas suffisamment de données, et c'est quand même des limites qui sont à l'heure actuelle très fortes et qu'on ne pourra pas passer. On peut mettre toute la technique qu'on veut derrière s'il n'y a pas la bonne donnée. Enfin, si l'information qu'on cherche n'est pas contenue dans la donnée qu'on a, on pourra toujours la chercher autant qu'on veut avec tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Et oui, pour moi, c'est une des très grosses limites à l'heure actuelle et ça restera une des limites obligatoires. Oui. Alors, est-ce que ça vaut toujours le coup d'exploiter sa data? Est-ce que le jeu en vaut tout le temps la chandelle? Non, ça en vaut pas tout le temps la chandelle. À partir du moment où ça a été mal conçu de base, que les données qui ont été récoltées ne pouvaient pas contenir l'information ou alors qu'il n'y avait pas assez de données, ça vaut pas le coup de faire l'expérience, ça vaut pas le coup de récolter les données si on n'a pas assez prévu, pas assez anticipé ce dont on avait besoin à la fin. On a cette facilité aujourd'hui d'avoir de la data. Dans tous les domaines de notre vie, on peut mesurer, on peut calculer, on peut tout ça. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut revenir à quoi elle nous sert, en fait. C'est ça le point de base. Et si par contre, on a vraiment une donnée on sait qu'elle peut nous servir, oui, ça vaut le coup. Mais pour moi, le problème, c'est de se servir d'une donnée qu'on va pas analyser. Moi, si demain, je fais le semi-marathon ou le marathon de Nantes, si je m'entraîne pour ça, en fait, ça me sert à rien d'avoir les analyses de sang, tout ça, pas au niveau où je suis. Pour celui qui prépare les JO, oui, qui veut gagner les JO, oui, mais pas pour quelqu'un comme moi qui veut juste faire ça pour plaisir. Ça sert à rien d'avoir une raquette connectée si c'est juste pour jouer avec des potes au tennis. Maintenant, quelqu'un qui veut gagner Roland-Garros, oui, ça peut peut-être l'aider à certains moments pour modifier un geste ou tout ça. Donc voilà, suivant l'utilisation, la data, elle va être utile ou pas. Et je rejoins Marie, si jamais on prend de la data qui nous sert à rien, on perd du temps en fait, du temps, de l'énergie, de l'argent, etc. Donc ça, c'est le point de départ pour moi, c'est catégoriser la data dont on a besoin et pourquoi on en a besoin. Et après, pour moi, si on est comme ça et qu'on part bien comme ça, ça vaut le coup. Oui. Et alors, j'entends parler parfois de données brutes en temps réel. Donc ça, c'est l'analyse de données qui change un petit peu de la donnée froide et que l'on peut stocker, puisque c'est de l'analyse qui peut être faite sur de la data temps réel. C'est quoi les enjeux de ça? Est-ce que c'est, alors, au même titre que la donnée stockée, est-ce que ça coûte cher d'analyser ces données ou d'avoir une stratégie d'exploitation de sa data? Combien, finalement, est-ce qu'on a un ordre d'idée de combien ça peut coûter pour prédire des choses, par exemple? Ça dépend si on parle du temps réel ou pas du temps réel.
là, nous, dans les cas qu'on traite, on a des volumes de données qui vont jusqu'aux plusieurs milliards de lignes et des temps de calcul qui peuvent aller jusqu'à quelques heures. Mais donc, on est sur des coûts assez réduits. Enfin, pour donner un ordre de grandeur, une machine qui a 64 CPU et qui tourne 1 heure chez GCP, on est à 2-3 dollars. Donc voilà, donc si on fait 300 calculs, on a dépensé 9 dollars. GCP, c'est Google Cloud Platform. Hein, pour ceux qui... Voilà. Et après, sur la partie stockage, on est à peu près un dixième de ce coût-là. Enfin, en tout cas, ça représente un dixième des coûts qu'on aurait, nous. Donc, c'est quelques euros par mois sur des clients un peu représentatifs. Et c'est des sociétés comme Europcar, comme le Brief, voilà, des grosses boîtes, quoi. Donc, qui ont pas mal de données. Ça coûte pas très cher. Après, par contre, sur l'aspect temps réel, quand je travaillais sur le monitoring des énergies renouvelables, on monitorait ce qui se passe sur une éolienne. Quand on a commencé, on mesurait toutes les 15 minutes. Rapidement, les clients ont dit toutes les minutes, ce serait pas mal. Puis après, toutes les secondes. Et on est passé d'une collecte de 1 ou 2 millions de données par jour à plusieurs milliards. Là, par contre, ça commence à devenir compliqué à stocker parce que il y a plusieurs éoliennes. Sur chaque éolienne, il y a la température à plusieurs endroits, la vitesse, la pression de l'air, etc. Le tout multiplié par des données à la seconde, multiplié par le grand nombre d'éoliennes, etc. Et là, pour le coup, ça peut commencer à devenir coûteux. Et il y a pas mal de recherches aussi sur ces bases de données-là pour avoir la capacité de stocker ces séries temporelles, de les compresser un peu à la volée, de les traiter en multi-résolution pour pouvoir les extraire à la seconde, mais aussi à l'heure, consolider, etc. Et là, sur ce volume de données, là, ça peut. D'accord. Mais c'est des cas un peu extra. Moi, j'ai que dans le monitoring des énergies renouvelables que j'ai vu ça, et après aussi dans la santé sur, par exemple, la détection de crise d'épilepsie, où là, du coup, c'est des capteurs extracraniaux avec, on en a entre 64 et 128, où ça va être au kilohertz, donc ça va être 1000 mesures par seconde. Voilà, mais là, du coup, ça se fait en hôpital et il y a peu de, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a peu de patients qui sont équipés comme ça. Donc, finalement, il y a beaucoup de données par patient, mais finalement, il y a peu de patients. Donc, ça reste gérable sans trop de coûts, quoi. D'accord. On n'a pas toutes ces données au website. D'accord. Donc, sur cette partie, en tout cas, de coûts, on a évidemment, là, on parle de milliards de données collectées par jour, on parle de stockage de data, on parle de puissance de calcul, j'ai entendu 64 GPU. C'est pas anodin. Quel impact sur l'environnement ça a, toute cette exploitation de données? Est-ce que, donc on entend parler évidemment de l'intelligence artificielle qui a un impact non négligeable. Est-ce que l'exploitation de la data, ne serait-ce que cela, aussi peu importante ou importante soit la quantité de données analysées, c'est quoi l'impact sur notre environnement? Globalement, il y a une étude qui est sortie il y a peu de temps en se demandant si l'IA, toutes les IA qu'on produit à l'heure actuelle, liées à ChatGPT, grand public, mais toutes les autres, est-ce que le coût qu'elles coûtent à l'heure actuelle, on va finir par le rembourser un jour et c'est pas gagné en fait, parce que à l'heure actuelle, ça coûte énormément de ressources, des ressources rares, ça produit de la chaleur, ça produit des déchets, très important. Et tout ça, c'est pas dit que ça nous aide plus tard à éviter éviter une hausse de température. On n'a aucune idée si ce sera un retour sur investissement pour ce genre de choses. Après, c'est tellement ancré dans notre vie tous les jours que sans passer directement maintenant, ce serait impossible. Mais a priori, il y a peu de chance. Ce serait très rentable. Aujourd'hui, dans le sport, ce qui coûte le plus en termes d'écologie, développement durable, c'est pas le sportif, c'est le spectacle sportif. Parce que un match de foot ou de rugby, il y a 22 ou 30 joueurs sur le terrain. Il y a combien de spectateurs qui, sur leur smartphone, veulent voir l'action ralentie, veulent voir les résultats des autres matchs, veulent avoir les offres spéciales que le club leur offre parce qu'ils sont abonnés, parce que, en fait, c'est ça. Oui, le sport en lui-même, le sportif est consommateur. On va avoir les JO qui sont dans quelques mois en France. C'est pas les 10 000 athlètes qui ils vont générer tout ça, mais c'est pas eux qui vont générer le plus, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. Et c'est là où parce que cette data dans le sport, elle est aussi utilisée par le spectacle sportif pour être plus rentable parce que ça brasse des sommes énormes d'argent. Et c'est là-dessus qu'il faut faire aussi attention, plus que qu'est-ce qu'on met en jeu pour améliorer la performance des athlètes. D'accord. Et du coup, quand on a, pour revenir un petit peu sur l'exploitation de la data,
quand on a mis en place une stratégie prédictive et décisionnelle, en tout cas business intelligence sur nos propres data en tant qu'organisation, en tant que scientifique, etc., ou chercheur ou chercheuse dans une technologie particulière, est-ce qu'à un moment donné, on ne devient pas trop dépendant de nos propres data? Est-ce que c'est ce qu'on appellerait peut-être avoir la tête dans le guidon et ne se servir que de ces outils décisionnels qui nous feraient perdre à la fois notre intuition ou bien notre capacité propre intrinsèque de décision? Ça devient philosophique, ce débat. Et on dit qu'il reste 5 minutes. Bon. Vous avez le droit de répondre oui. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le sport, quoi. Faut pas que ce soit la data qui régisse tout, quoi. Il faut garder. Moi, je parle côté émotionnel parce que le sport, c'est émotionnel. Maintenant, j'espère qu'il y a un peu moins d'émotion dans la gestion des centrales nucléaires ou enfin, waouh, tiens, si j'essayais ça. Autant en sport, on peut se le permettre. Bon, ben voilà, là j'aimerais bien des schémas prédictifs qui me garantissent que ça va pas en sucette et tout ça, mais voilà. Mais justement, dans ces modèles prédictifs et décisionnels dans le nucléaire ou dans la science, est-ce que ça peut amener à être dépendant de systèmes algorithmiques qui sont mis en place, en tout cas de data analyse, qui nous empêchent, de par l'organisation qui est mise en place, d'avoir justement ce regard critique sur la décision qui serait éventuellement prise? Moi, je trouve qu'en tout cas, avec ce qui arrive avec la Gen AI, etc., je trouve qu'on a justement plus de liberté, et ça permet d'être plus créatif, parce qu'on n'a plus besoin de se soucier tellement de cette partie analyse, crunching de données, qui quand même demande une charge mentale assez importante de collecter les données, de faire ses calculs soi-même. Là, on arrive maintenant avec la Gen AI à interroger directement des bases de données en langage naturel. Parce qu'avant, on faisait des requêtes en SQL, etc., en langage spécifique pour interroger les bases de données. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas forcément ces compétences-là peut être assez créatif et demander à sa base à son data lake, tiens, quels sont les produits qui se vendent le plus à cet endroit-là, et si tu regardes sur ce pays-là, et si tu prends en compte, tu croises ça avec les informations démographiques et l'âge de voilà, et poser des questions comme ça, et être assez créatif, assez libre, de la même façon que j'imagine on a tous joué avec ChatGPT en lui demandant de faire un peu n'importe quoi. On peut faire la même chose aussi avec les données maintenant et creuser des choses, et je trouve être assez créatif finalement, parce que cet accès est plus simple. Alors qu'avant, il fallait la collecter, faire joindre les données soi-même, etc. Et ça prenait une partie d'énergie qu'on n'a pas sur cette. Donc aujourd'hui, on peut pas consacrer à la créativité. Être plus créatif qu'avant. Je trouve que oui, de par les modèles génériques. Parce que ça libère, en tout cas, ça permet à plus de personnes déjà de le faire. Et peut-être à des profils qui sont plus créatifs que les profils qui étaient plutôt dans les données, qui sont des profils un peu plus carrés. Et ça leur donne accès à cet outil-là. Et je trouve que ça, en tout cas, quand nous on met à disposition ces outils-là auprès de nos clients, ça fait émerger des choses que l'on n'a pas. D'accord, très intéressant. Merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes ces questions. On va effectivement aborder maintenant la dernière partie qui est la partie conclusion. On a vu donc beaucoup de choses sur cette data. J'espère en tout cas que vous avez noté les différentes clés pour réussir cette transformation de data. J'en ai noté quand même quelques-unes. On a tout d'abord de bien définir la data. On a une première étape qui est de bien nettoyer cette donnée pour avoir la donnée de meilleure qualité possible. Mais les vrais enjeux, en tout cas pour réussir une bonne exploitation de cette data, c'est avant tout d'avoir la bonne sélection du panel de données qu'on va utiliser pour prendre des décisions les plus éclairées possibles et surtout avoir plusieurs regards sur cette data, si je comprends bien, d'avoir cet équilibre métier, en tout cas pour pouvoir bien analyser cette data et puis de savoir se poser les bonnes questions où l'on veut aller et ce que l'on veut analyser va être également fondamental pour bien réussir. Les limites qu'on peut en tout cas apercevoir sur la data, ce sont évidemment des limites d'impact écologique non négligeables sur cette quantité de data, où effectivement ça a un impact non négligeable sur l'utilisation de puissance, l'utilisation de ressources, évidemment, parce que chaque GPU c'est aussi des métaux rares qui sont utilisés pour exploiter ces données, stocker ces données et les utiliser sur des modèles prédictifs. On peut aller très loin, comme on peut aller un petit peu moins loin sur la prise de décision et l'automatisation, en tout cas, des modèles décisionnels avec cette data, avec la même data. Donc, ce qui va être important de choisir, c'est de choisir ce que l'on veut vraiment faire en fonction du coût que cela va générer, puisque c'est un coût qui est, de ce que j'ai compris, extrêmement variable en fonction de ce que l'on veut faire de nos propres data. On a des outils
qui sont très très larges, à la fois au terme de langage, de base de données, d'outils décisionnels, de visualisateurs de data. On a visiblement tout intérêt, au lieu de réinventer la roue, à faire appel à des gens qui savent, à des sachants, pour à tout le moins nous accompagner. Et d'après ce que j'ai compris, ça en vaut sacrément la chandelle. Merci en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'à là. Donc, on a beaucoup de questions, j'imagine, parce que je vois que c'est voilà. Merci. On a Fatima qui nous a posé la question dans le secteur de la data. Il y a plusieurs métiers que l'on peut exercer. Pensez-vous que c'est réalisable d'avoir un profil un peu transverse dans le monde professionnel d'aujourd'hui, par exemple, pouvoir faire des tâches de data analyst, mais aussi de data scientist? Qui veut répondre à cette question? Ouais, moi, je peux répondre effectivement dans les équipes chez Vertigo. Suivant l'expérience des profils, on peut avoir des gens qui touchent vraiment à tout. Alors après, ça dépend un peu de la formation initiale, etc. Mais dans mon équipe, j'ai des gens qui vont faire effectivement, qui vont aller quasiment de la partie DevOps jusqu'à la partie data science, parce qu'au fil des années, ils ont accumulé de l'expérience dans suffisamment de domaines et puis ils ont eu la curiosité de regarder, et ils peuvent aller de l'automatisation des process bas niveau jusqu'à requêter dans les bases de données ou analyser un modèle, analyser des courbes, etc. C'est tout à fait possible. Voilà. Ça dépend un peu des personnes. Si vous n'êtes pas d'accord, vous intervenez. Non, je suis totalement d'accord. Je pense qu'effectivement, c'est des métiers qui sont assez proches et qui font intervenir des compétences qui sont croisées et on peut plus ou moins axer dessus. Et en plus, c'est des métiers très très larges sur ce qu'on fait. Tout le monde ne fait pas de la même manière, donc au contraire, ça peut être très intéressant d'avoir quelqu'un qui est pluridisciplinaire et qui intervient avec plusieurs points de vue. Merci. Alors, on a Samuel qui pense nous avoir posé une question bête, mais je ne crois pas. Pourquoi utiliser le terme de data plutôt que données? Une légère différence ou anglicisme? Alors, on a utilisé effectivement les deux. On a dit, j'ai entendu base de données, j'ai entendu data, j'ai entendu data scientist, data analyst. Pourquoi on utilise les deux? Parce que c'est un anglicisme. Franchement, il n'y a pas de vraie différence entre data et données. Mais c'est juste que, en fait, à force de coder en anglais, de parler en anglais, ben forcément le mot anglais est venu plus remplacer le mot français, mais ça, il n'y a pas de différence. Donc c'était pas du tout une question bête, parce que c'est très important de bien savoir que effectivement, quand on parlait de données ou quand on parlait de data, on parlait de la même chose. Voilà. Merci Samuel pour cette question. On a une question ensuite de Kofi. Est-il possible aujourd'hui d'apprendre la data seul? Quels sont les outils les plus intéressants dans le traitement de données? Eni propose-t-elle des formations brevetées complètes en data? Je vais pouvoir répondre à une partie de cette question. Effectivement. Alors la réponse est oui. Et Eni École et Eni Service proposent des formations, en tout cas alors brevetées, on va dire officielles, pour en tout cas monter en compétence sur l'exploitation de la data, comprendre ce qu'est de la data, le big data ou pas, etc. Donc effectivement, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ENI. J'ai pas vu le reste de la question, peut-être qu'il y en avait, je n'ai peut-être pas répondu à tout. Alors, est-il possible aujourd'hui d'apprendre la data seul? C'est compliqué, ça touche tellement de domaines et de connaissances qu'il faut avoir une sacrée roadmap, il faut avoir une sacrée idée, une sacrée carte de ce qu'on veut apprendre. Et parce que ça touche aussi bien les maths, les stats que la programmation, que les connaissances métiers. Et sans être accompagné, je pense que c'est faisable, mais c'est compliqué. C'est toujours pareil. Ouais. Et quels sont les outils les plus intéressants dans le traitement de données? C'est vaste, là. Hein. Ouais, c'est vaste. Ouais. En fait, moi, je dirais le premier outil que j'utiliserais, moi, c'est effectivement, après, je pense qu'on parle de ton développeur, mais c'est le Python parce que c'est tellement facile maintenant avec les notebooks en ligne, etc. On peut même accéder à des GPU gratuitement avec les notebooks chez Google, etc. Enfin voilà, je commencerai par apprendre le Python et après il y a tellement de librairies qui peuvent faire un peu n'importe quoi rapidement. Ouais. C'est vaste. Merci. Laurent nous pose une question tout aussi intéressante. Data dans le sport, données de santé ou data de santé.
Obligation d'usage d'opérateurs habilités aux données de santé, c'est une question. Est-ce Google compatible? Ouais. Non. Nous, on avait réussi, dans le cadre d'un projet prémédicine sur la prédiction de crise d'épilepsie, on a récupéré les données de l'hôpital Necker et on a un soutien de Google, comme c'est une fondation, et du coup, on a pu héberger les données chez eux, en signant les bons NDA, non-disclosure agreements. Ça peut se faire, quoi. Mais après, effectivement, la donnée médicale en France, c'est compliqué. Je crois qu'on est un des pays qui en a le plus, mais malheureusement, on n'est pas ceux qui accèdent le plus à ces données-là. Effectivement, il faut bien distinguer les données à caractère personnel, qui sont régies par le RGPD, et les données à caractère sensible, où là, c'est tout autre, et on a un niveau d'habilitation, effectivement, et des contraintes, en tout cas d'hébergement dans le cloud de ces data qui sont beaucoup plus fortes. C'est sûr. Mais oui, c'est Google compatible, si c'était la question, puisque Google, évidemment, accompagne beaucoup de professionnels dans le traitement de ces données sensibles. Michel nous pose une question pour Marie. Avez-vous une expérience dans les problématiques écologiques? Si oui, pensez-vous que l'on puisse faire un parallèle entre l'utilisation de data et la manière dont les organismes vivants utilisent ou consomment leur environnement? Consommation, type de prédation, sélectionné par l'organisme en fonction de sa niche écologique. Alors, effectivement, j'ai une expérience dans l'écologie. J'ai travaillé 5 ans dans la recherche en écologie, donc oui, ça me parle bien. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Alors non, moi j'ai pas vu. Pourquoi non? Parce qu'en fait, la data, les données, ça reste quand même de l'inerte. Alors que quand on parle d'un organisme vivant, c'est le comportement individuel qui prime, ce qu'on ne trouve pas dans la généralisation des data. Et donc non, je pense pas qu'on puisse parler de tout ce qui est consommation, type prédation. Tout ça, ça se retrouve pas dans les data et dans les données. Quelque part, sont un peu égales entre elles. Il n'y a pas de données qui vont prendre le pas sur les autres, sauf si on leur donne toutes ces puissances. Mais en fait, il n'y a pas le cas de base. Donc, Merci. On a une question de Salomé. Le RGPD bouleverse-t-il le paysage de la data en France? Alors, je vous remercie de poser ces questions-là. C'est des questions que je voulais poser à nos invités pendant le Talks, et donc ça tombe très bien que ça passe en question-réponse. C'est juste un cadre réglementaire, hein. Et on doit travailler avec ce cadre réglementaire. Est-ce que ça bouleverse ou non, ça nous protège. Dans certains cas, on parlait des données de santé dans le sport. Voilà, on a ce cadre-là et on le respecte. Voilà. Je pense que ça fait revenir l'humain dans les données et de pas considérer la donnée comme telle, mais se dire que derrière, c'est quand même des gens qui y a et qu'on peut pas faire n'importe quoi et que c'est normal de pas faire n'importe quoi. Et donc, au contraire, je pense que c'est une très bonne chose et ça bouleverse pas. Ça recadre. Alors, par contre, effectivement, ça nécessite d'avoir des couches supplémentaires, notamment de l'anonymisation de data, etc., qui va être nécessaire pour appliquer certains modèles qui seraient pas autorisés, que le RGPD n'autoriserait pas, évidemment. C'est valable pour les données personnelles et pour les données sensibles. Léo nous pose la question. Dans le sport, la science ou l'industrie, les données sont sensibles. Et les pirates, nombreux. Où les stocker? Chez les grands acteurs mieux protégés, mais plus attirants en interne? Comment on fait? Où on les met? C'est une excellente question. On se protège. Il y a pas longtemps, je discutais avec Vincent Olivier de Bitdefender. Et c'est pas un hasard s'ils sont partenaires techniques de la Scuderia Ferrari en Formule 1 ou des Spurs en NBA. Parce qu'ils ont des données sensibles, ils investissent des dizaines, voire centaines de millions pour performer dans le sport. Et du coup, ils mettent en place des solutions, alors soit chez les grands acteurs, soit en interne pour justement garder cette précieuse data et la transformer en or. Est-ce qu'on protège mieux nos data à les mettre chez Amazon Web Services ou bien chez Google Cloud Platform, ou bien plutôt monter sa propre infra on-premise chez nous? J'aurais plus confiance effectivement sur les grands hébergeurs parce qu'ils ont la force de frappe déjà. Enfin, ça dépend de la taille de sa société, mais quand on travaille nous avec plutôt des petites PME, etc., on recommande plutôt ça. Après, sur des gros groupes qui ont la capacité d'investir dans leur propre data center, etc. Mais même là, le coût est vraiment exorbitant dans le sens où il faut vraiment avoir des experts soi-même, etc. C'est quand même plus difficile d'attaquer Google que d'attaquer, je sais pas, Orange. Je sais pas, un peu plus quand même.
Ok, c'était la dernière question. Alors, bien évidemment, les questions, vous pouvez les poser ici aussi. Je vois des mains tremblantes, et on peut en poser des questions. Vous n'hésitez pas. On y répondra tout aussi avec intérêt. Voilà. Oui. J'ai une question. Donc, j'interviens en tant que directrice financière externalisée. Et que ce soit dans des startups ou des ETI, en passant par les PME, la data, pour nous, c'est un vrai sujet. Et je constate qu'Excel est encore extrêmement présent, à peu près partout. Pour autant, je pense qu'il y a une pléthore d'outils, etc. Et quelle est votre vision sur cette... nous, on recherche à prédire l'avenir, à modéliser, à faire des business plans, à augmenter la performance, etc. C'est à nos enjeux. Ouais. Effectivement, je partage complètement cette vue-là. C'est notre principale concurrence, c'est effectivement Excel ou sa déclinaison Google Drive, etc. Il y a beaucoup de sociétés où on est surpris de voir qu'il y a pas mal de choix stratégiques ou de décisions qui sont prises avec Excel, avec une maîtrise qui est soit on a une personne qui maîtrise ça très bien, mais si jamais la personne quitte la société, là c'est la catastrophe parce que toute la compétence est perdue et plus personne sait faire marcher le fichier. On a même eu des clients où le fichier était tellement gros qu'ils avaient un ordinateur, et ils pouvaient pas le mettre à jour, ils pouvaient pas le redémarrer, il était branché et tout le monde espérait qu'il allait tenir parce que le fichier était tellement devenu monstrueux qu'il fallait faire super gaffe. Et c'est vrai que c'est assez surprenant et c'est pour ça que tout à l'heure, on se demandait est-ce qu'il faut quand même exploiter ces données, est-ce qu'il faut toujours le faire. Je pense que oui, il faut un minima se moderniser un petit peu et avoir des indicateurs au moins de base. Ça arrivait, par exemple, qu'on ait certains clients qui n'ont même pas la moindre idée de leur stock. Des boîtes assez grosses, hein, qui n'ont même pas cette information-là. Ils sont pas capables de dire s'ils peuvent assurer leur vente. Donc, et donc, est-ce que vous avez des avis, des conseils sur, sans forcément se faire accompagner d'experts que vous êtes? Effectivement, il faut se tourner. Après, il y a pas mal d'outils en SaaS qui permettent de traiter ce genre de choses-là. Il y a soit des solutions comme la nôtre, soit des compétiteurs ou des concurrents à nous qui vont permettre d'ingérer ces données un peu plus facilement, de les présenter dans des offres SaaS où on va avoir des interfaces plus simples, etc. et qui viennent de manière un peu ciblée traiter les différents problèmes. Je disais, par exemple, nous, notre comptabilité, on utilise Conto, par exemple. Voilà, c'est cette partie-là. Le fait d'avoir sur un outil comme ça, c'est pas très coûteux et ça permet quand même de structurer et d'avoir une vue beaucoup plus globale sur le compte que ce qu'il pouvait avoir avant. Quoi. Okay, merci. Alors, si vous avez de la data sous Excel, on vous conseille le contrôle S pour sauvegarder le fichier. Ça va être important. On a une question de Thierry pour Eric. Que pensez-vous de l'utilisation abusive, selon Thierry, des capteurs de puissance lors des courses pro dans le cyclisme? Certains ont le nez en permanence dessus et font moins attention. Moins attention à la route, et ils tombent. Virage. Alors ce capteur de puissance surprend même les meilleurs, puisque l'année dernière, au Tour de France, Vingegaard s'étonnait de sa puissance contre la montre, et il pensait que son capteur était donnait des données fausses parce qu'il était au-dessus de ce qu'il pensait pouvoir, et il disait je vais pas tenir, et puis il tenait, puis finalement il a bien tenu puisqu'il a gagné. Mais ça permet aussi de se dire tiens, est-ce que je réponds à l'attaque de mon concurrent? Je sais que je suis déjà à la limite. On est dans cette utilisation abusive, mais qui fait partie aussi. Le sport, c'est le reflet de la société en fait. C'est-à-dire que la société progresse en technologie, le sport progresse aussi avec. Et aujourd'hui, oui, ils ont des oreillettes, oui, ils ont des capteurs de puissance, ils ont des cardiofréquencemètres. À l'époque de Coppi, il n'y avait pas tout ça, mais c'était pas moins beau, et c'est pas moins beau aujourd'hui. C'est le reflet de la société. Mais regardez la route quand même, sinon ça fait mal. Eh bien, merci. Si on n'a pas d'autres questions, je vais clore cette 5e édition de cette AnyTalks. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir répondu à toutes ces questions du public, aux miennes, etc. C'était en tout cas pour ma part passionnant. Le groupe Eni en tout cas vous remercie chaleureusement. J'espère également qu'on a répondu à toutes vos questions, que vous savez à peu près où vous allez pour transformer vos data en or numérique. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 19 juin pour la 6e édition d'AnyTalks sur l'accessibilité numérique, un tout autre sujet,
mais tout aussi passionnant. Merci à toutes et à tous. À très bientôt.